Le moment où il va se rendre compte que les joueurs pros, c'est vu comme des grandes stars de football, qu'il y a une ambiance de malade, que tout le monde est bienveillant, que c'est un show à part entière, qui est vraiment spectaculaire, généralement, ça change vraiment profondément sa vision de l'e-sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Storytellers. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Léo Robin, plus connu sous le pseudo Alphama, un ancien joueur professionnel d'e-sport sur Rainbow Six Siege. Léo a marqué l'univers de l'e-sport par son talent et sa passion, avec plus de 7 ans sur le jeu, dont 4 en pro et un titre national. Après avoir marqué l'univers de l'e-sport en tant que joueur professionnel, Léo a décidé de prendre sa retraite à seulement 22 ans. Mais loin de quitter le monde du gaming, il a choisi de continuer à influencer cette discipline en travaillant pour Sport5, un acteur clé du monde de l'e-sport. Dans cet épisode, nous essayerons de comprendre avec lui l'évolution constante et exponentielle de l'e-sport et aussi la manière dont ils arrivent à créer des expériences fans toujours plus riches en émotions et en engagement. Restez avec nous pour cette conversation passionnante et plongée au cœur de l'e-sport moderne. Bienvenue sur Storytellers. Bonjour Léo Robin, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Super, merci à toi d'avoir fait le déplacement et merci d'être avec nous dans les studios, ça nous fait très plaisir. On a hâte de pouvoir parler avec toi et de pouvoir te recevoir ici et d'échanger. Si tu veux bien, on va commencer directement par la première partie de notre podcast qui va plus concerner un petit peu ta vie, tes projets en cours et potentiellement tes projets futurs. Donc allons-y. Ok, let's go. Pour commencer, alors Alphama, est-ce que ça te manque pas trop Rainbow Six? Ah, déjà m'appeler comme ça, tu vois, c'est déjà nostalgique. Ça rappelle un petit peu. Le jeu en tant que tel, peut-être pas, parce que en vrai, quand tu en fais ton métier, au bout d'un moment, c'est plus le jeu, c'est plus la perf et la vision d'équipe et tout ce que tu vis autour. Bien sûr, que tu cherches. Mais par contre, c'est ça qui manque. C'est tu vois, la vie d'équipe, les déplacements, les émotions fortes, les grands matchs, tous ces trucs-là. Quand même, il y a un petit manque quand même. Il y a un petit peu la nostalgie, tu vois, de pic d'émotions que tu peux avoir quand c'est ton métier. Tu m'étonnes, parce que t'as pas forcément retrouvé aujourd'hui, même en continuant dans ce milieu-là. Bah, d'un côté, quand t'es talent, t'as des pics d'émotions très forts, mais c'est pas les mêmes. Tu vois, tu gagnes rien au final. Tu commandes des trucs. Donc c'est pas toi le maître de l'action, mais tu vis quand même des émotions super fortes. T'es quand même sur scène et tu vois quand même plein de fans, donc c'est trop bien. Mais non, on va pas dire. J'ai jamais ressenti les mêmes émotions aussi puissantes que t'as quand tu gagnes un gros truc, quoi. Ok. Et justement, une question toute bête, mais pourquoi joueur pro sur Rainbow Six? Pourquoi ce jeu? Bah, je pense que c'était le seul où j'allais pouvoir être joueur pro. Ah ouais, ok, c'est parti de là. Bah, en fait, en vrai, je vais être parfaitement honnête avec mes skills. En vrai, je suis pas quelqu'un qui est très fort en termes de visée pure. Okay. Donc, on est sur un jeu de tir. Ouais. Donc, il faut être très bon pour la visée, mais c'est pas vraiment là où je suis très bon. Ok. Mon truc, moi, c'est plus la stratégie et la communication. Ouais. Et je trouve ce jeu où je peux faire à la fois jeu de tir, à la fois stratégie et communication. Ok. Donc, c'est vraiment la base de ce jeu, hein, c'est d'être très tactique et en même temps, ça reste un jeu de tir. Ouais, et en fait, quand je le commence, je me dis, bah, en fait, je suis plutôt pas mauvais, je vais rester. Et je vois que le jeu a le potentiel de devenir une grosse scène e-sport. C'est comme la base, tu vois. C'est ça, mais en fait, je veux dire, quand tu as commencé, justement, tu étais avant que cette scène e-sport se fasse. En fait, tu étais un petit peu aux prémices de la scène e-sport de ce jeu-là. Ok. Mais tu avais Ubisoft, dès le début, l'éditeur du jeu l'avait construit pour que ce soit un jeu compétitif. Ouais, ok. Donc déjà, c'est la base. Ouais. Et en plus de ça, tu sais que s'ils construisent pour que le jeu soit compétitif, ils vont faire une scène e-sport. Ouais. Et pour en faire une carrière, il faut que l'éditeur ait envie de construire cette scène. Ouais, Qu'il investisse dedans, il faut qu'il crée des événements, qu'il crée des tournois. Ubisoft l'avait annoncé, donc du coup, je me disais, ok, bon, bah, pendant plusieurs années, au moins, je suis sûr que si je continue là-dedans, ils vont essayer de le faire grossir. Ok, d'accord, ok. Et donc, tu t'es mis à t'entraîner sur ce jeu. Ouais. Mais tu jouais de base un peu passionnellement, juste avec tes potes. Complètement. Ouais. Ok, et tu t'es dit, quand est-ce que tu as eu un peu ce déclic de dire, bon. En fait, je faisais déjà de la compète amateur sur d'autres shooters beaucoup moins connus, des petits trucs et tout. D'accord. Et quand je suis arrivé sur Rainbow Six, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose, de faire des compètes et tout. Ok. Et au fur et à mesure, bah, en fait, dès le départ, j'étais dans une équipe qui s'était qualifiée pour la Pro League, donc la ligue professionnelle. Ouais. J'avais 15 ans. Donc, ok. En fait, il fallait avoir 18 ans pour être d'accord, ok. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Il y a un truc à faire après. Je vais rester pendant 2 ans à m'entraîner comme un fou. Je vais me montrer sur des événements amateurs. D'accord. Et ça va pas louper, tu vois. À mes 18 ans, j'ai eu mon contrat.
Ok, d'accord. Ah oui, donc ça c'est vraiment bien goupillé. Ah, j'ai vraiment eu de la chance, c'est vraiment le plan que le j'ai fait truc dans ma parfait. tête. Il y en a, ils ont leur permis, toi t'avais ton truc Moi, pro. et puis j'avais pas eu mon permis du coup. 18 ans. Ouais, fallait choisir. J'ai choisi. Ok, ouais, je comprends. Tu as eu la chance de beaucoup voyager dans ta carrière de joueur pro, notamment 2 gros voyages, donc un en Amérique du Nord, aux États-Unis plus spécifiquement, et un en Asie. On sait que les mentalités sont assez différentes dans ces différents pays comparé à la mentalité e-sport. Alors en plus, tu y étais comparé à la mentalité en France, pardon, de l'e-sport. Tu y étais il y a quelques années en plus. Est-ce que tu as vraiment ressenti cette différence de mentalité vis-à-vis de toi ou vis-à-vis du jeu vidéo Vis-à-vis de moi, oui. Vis-à-vis du jeu vidéo, moins. En vrai, parce que de toute façon, étant sur un jeu qui est plutôt petit, t'es jamais trop une star. Hein, de toute façon. D'accord. Donc, c'est très rare qu'on te reconnaisse dans la rue quand t'es joueur pro de Rainbow Six, tu vois. Donc en fait, j'ai pas vu trop de distinction ou de changement par rapport au regard qu'on a sur le jeu vidéo ou l'e-sport dans ces pays-là. Par contre, en termes culturels, il y a eu des chocs monumentaux avec les États-Unis. Bon, enfin, c'est quand même une caricature d'un pays. Et les États-Unis, c'est une culture vraiment particulière. Donc c'est un mode de vie vraiment particulier. Et puis en plus, j'ai fait le grand écart. J'ai fait, tu vois, la moitié de mon année là-bas au Kentucky, à la campagne. Et l'autre moitié à Vegas, donc vraiment deux salles de ambiance, deux salles de ambiance vraiment particulières et tout. Donc voilà. Et puis en Asie, Taïwan, c'était vraiment la Chine mais américanisée. Donc c'était une transition vraiment super bizarre, tu vois, entre la culture chinoise et les États-Unis. Et la Thaïlande, c'était à peu près la même chose. Après, en plus dans un contexte bizarre. Hein. J'ai fait 2020-2021, plein Covid. Covid. En plus là-bas. Donc vraiment, dans des moments où en plus le pays était un petit peu en crise. Donc c'était mais c'était génial, super apprentissage. Et t'as pas eu un ressenti plus sur comment le jeu vidéo était vu d'une manière professionnelle? Est-ce que tu trouves qu'en France on est quand même globalement autant évolué qu'eux à ce niveau-là, ou parce que pour moi un petit peu une image naïve un petit peu que je vais avoir, mais va être peut-être qu'en Asie c'est un petit peu plus développé, ou c'est plus accepté, ou c'est plus je sais pas, pris en compte quelque chose, je sais pas. Je dirais que en fait là où t'as pas tort, c'est par exemple tu prends la Corée du Sud, c'est vraiment le jeu vidéo, et même le Japon par exemple, c'est des cultures où le jeu vidéo il est super développé. Par contre, un gros paradoxe, c'est qu'au Japon par exemple, c'est l'un des pays qui respecte le plus le jeu vidéo et qui a le plus de addicts à ce truc-là en même temps, tu vois. Et en même temps, il n'y a quasiment pas de scène e-sport au Japon, en tout cas il n'y en avait quasiment pas. Ça s'est construit ces 2-3 dernières années. Alors que la Corée du Sud, l'e-sport, la compétition professionnelle sur le jeu vidéo, ça c'est super bien développé. Dans les pays où j'étais, Taïwan, Thaïlande, c'était lambda. Et les États-Unis, c'est une petite passion. Nous en France, on est vraiment, je le répète souvent, mais on est leader de l'e-sport en Europe. Je trouve qu'on est leader de l'e-sport en Europe. De par l'engagement des fans, de par les clubs qu'on a, de par les influenceurs qui s'y sont mis et qui l'ont démocratisé, de par les événements. Enfin, franchement, notre culture, nous, et notre pays, on s'est vachement développé très rapidement ces dernières années. Et je trouve qu'on est leader en Europe. Bon, c'est intéressant à savoir. Et justement, tu as pris ta retraite en 2022, début 2022, ta retraite à 22 ans. Donc, tout le monde ne peut pas avoir la chance de dire ça. Bon, après, tu continues à travailler, hein, bien sûr, mais ta retraite, en tout cas, de sportif. Qu'est-ce qui a accéléré cette décision? Pourquoi tu as pris cette décision aussi jeune? En fait, déjà, ça faisait, comme je te disais, 2 ans et demi que je m'entraînais avant mes 18 ans pour devenir pro. Donc, beaucoup de sacrifices pendant les études, etc. Tous les soirs à s'entraîner, faire des compètes les week-ends, faire des déplacements en LAN à l'autre bout de la France alors que tu as 16 ans, des trucs comme ça. À mes 18 ans, premier contrat pro, je passe à plein temps. J'y dédie ma vie, et vraiment ma vie, tu vois, 60-70 heures semaine. Tu vois, tu fais des gros horaires, tu t'entraînes vraiment, et il y a toujours quelqu'un qui s'entraînera plus que toi. Donc, tu es poussé énormément en termes de stress, en termes de fatigue. Tout ça, c'est contrôlé, mais on te pousse au max, parce qu'il faut que tu donnes ta performance au maximum. Je fais ça pendant 4 ans. Et en plus de ça, je me déracine complètement jeune. Tu vois, je pars vivre aux États-Unis à 19 ans, plein Covid, Black Lives Matter, les élections présidentielles entre Biden et Trump. J'ai enchaîné, je faisais la meilleure année pour aller aux États-Unis. Et derrière, l'Asie. Meilleure année pour aller en Asie, quoi. La quarantaine asiatique vraiment vénère, où tu es dans une chambre d'hôtel, tu t'ouvres pas les fenêtres, tu ouvres pas la porte, tu vois, tu choisis pas tes menus, on te retire ta carte SIM, le gouvernement t'en met une autre pour te géolocaliser. À ce point-là. Mais j'ai super bien vécu, faut pas croire, j'ai super bien vécu ces moments-là, mais juste, c'était énormément de sacrifices. Et ces 2 années-là, ces 2 dernières années, 2020-2021,
je vais plus sur scène, je vais plus à la rencontre des fans et je vis plus de grands moments épiques en jouant. D'accord. C'est simplement des désillusions sportives parce que c'est des clubs ou des équipes où j'ai pas bien performé. D'accord. À la fois individuellement, même si je me suis développé en tant que joueur, mais pas autant qu'avant, et collectivement surtout. Et en fait, bilan de la fin d'année 2021, j'ai sacrifié 2 ans de ma vie à vivre à l'étranger, c'était génial, mais c'est beaucoup de sacrifices. Je vois pas ma copine, je vois pas ma famille, je vois pas mes potes. J'ai plus aucune vie personnelle. Je dédie ma vie à ça et j'ai juste ça transforme pas en fait. Donc en revenant, j'avais le choix. Je me suis dit, je reviens en Europe. Je fais quelques essais dans des équipes européennes. Si je trouve chaussures à mon pied, génial, je fonce. Si je trouve pas, peut-être que c'est le bon moment de raccrocher les gants. D'accord, ok. Ouais, donc c'est parti quand même d'une assez longue réflexion et de temps. Et d'accord, ok. De toute façon, tu verras avec moi, généralement, ça part toujours d'une assez longue réflexion. Ok, ouais, tu prends le temps quand même de... rien que le choix d'essayer d'en faire une carrière. Oui, bien sûr, c'était planifié puisque tu avais anticipé. Ouais, ok, d'accord, ok, c'est très réfléchi. Et justement, après cette carrière de joueur pro, avant d'arriver chez Sport5, là où tu es aujourd'hui, tu as eu une petite carrière, si je peux me permettre, de consultant, où tu es venu justement donner un petit peu... ton expertise durant des événements majeurs du jeu. Est-ce que ça n'a pas créé... est-ce que cette transition, quand tu es passé de consultant, elle n'a pas créé peut-être des tensions avec des anciens joueurs? Est-ce que ça n'a pas... Comment s'est fait cette transition? C'est plutôt bien fait parce que je pense que je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais plutôt sympa. Tu vois, j'ai jamais eu de drama entre guillemets, ou de mauvaise rivalité. Parce que ça existe quand même. Ça existe carrément. Puis même des fois, aux États-Unis surtout, c'est un truc qui m'a marqué, le trash talk, la culture du trash talk. On te pousse à créer une rivalité, à créer une identité forte. Moi, c'était pas mon truc, donc c'est bien passé. J'avais des bonnes relations avec tout le monde. C'était très fluide. Puis surtout, je faisais des contenus, moi. En faisant des contenus, tu commentes les joueurs, mais moi, ils étaient plutôt positifs. J'aimais bien mettre en avant des petites pépites. Tu leur tires pas dessus, quoi. Pas du tout, franchement. Et puis même quand je leur tirais dessus, c'était mérité. Donc. Ok, d'accord, ça va, donc ça passe alors. Ça passe. Et donc aujourd'hui, t'as passé un peu moins de 2 ans à faire ça, si je dis pas de bêtises. En fait, j'ai transformé ce métier de consultant en talent live, où je suis commentateur, analyste auprès d'événements. En fait, je continue à faire cette activité-là en même temps que mon arrivée chez Sport5 et le métier que je fais chez Sport5 aujourd'hui. Et justement, quel est ton rôle alors aujourd'hui chez Sport5? Alors, chez Sport5, en gros, mon métier, c'est de faire la recommandation stratégique auprès des marques. En fait, le métier, c'est plutôt simple. On va parler à des annonceurs, des marques. On leur montre quel intérêt peut avoir l'e-sport gaming. Et puis, après, comment est-ce qu'ils prennent la parole à travers ça pour servir leurs enjeux de marque. Alors, moi, mon rôle, en gros, c'est de dire je connais super bien ce milieu-là, je comprends vos enjeux. Comment est-ce qu'on va réussir à créer une stratégie qui a du sens? Et tu vois, ça peut être un partenariat avec un club, une équipe, donc pur e-sport. Demain, ça peut être créer une expérience dans un jeu vidéo. En Fortnite ou quoi. Et puis un autre jour, ça peut être, je sais pas, un ambassadorat ou quelque chose comme ça. Donc ça t'a permis de rester quand même dans ce milieu-là, tout en évoluant quand même. Et justement, comment elle s'est fait cette transition? Est-ce que parce que t'as fait des études aussi en parallèle de ta carrière ou? Ouais, en fait, j'avais commencé des études de com et marketing, donc ça vient pas de nulle part. Et évidemment, je les ai pas terminées parce que je suis passé joueur pro à plein temps, 18 ans, donc en fait, j'avais fait qu'un an. T'avais une petite base, quoi. J'avais une petite base et j'ai construit sur cette base quand j'étais joueur, pour construire mon personal branding, pour investir dans une identité visuelle à proprement parler, dans une éditoriale dans mes tweets. Tu vois, je me positionnais différemment des autres joueurs. J'essayais d'être malin, tu vois. Et en fait, tout ça, ça a construit un petit, on va dire un petit savoir-faire. J'ai continué à le cultiver dans mon milieu de prédilection. Mais en arrivant chez Sport5, clairement, je suis pas un professionnel du marketing et ils savent qu'ils font un pari sur moi parce que je connais bien le milieu, mais qu'il va falloir me former. Tu vois. Mais c'est intéressant quand même parce que tu avais cette connaissance du milieu, forcément, qui est plus pertinente et qui est importante. Et justement, tu parlais de personal branding. J'ai une petite dernière question dans cette partie. Pour toi, à quel point c'est important justement ce personal branding ou le storytelling pour justement le milieu de l'e-sport aujourd'hui? C'est la clé pour une carrière pérenne. Alors après, ça dépend de quel point de vue tu es. D'un point de vue d'un joueur, c'est la clé pour une carrière pérenne. Parce que tu te positionnes différemment, tu crées du contenu et tu as une certaine identité. Ça fait vite ta carrière quand tu perfes pas, parce qu'une carrière, c'est des hauts et des bas. Bien sûr. Et je pense qu'à certains degrés, tu vois, j'en ai profité et que j'ai eu des opportunités chez Fnatic ou chez United
parce que je faisais du contenu, parce que j'essayais d'assurer tout ce que je pouvais assurer, alors que j'étais pas à des moments super performants. Ok. En tout cas, une autant balance de un joueurs peu. qui auraient pu me remplacer, D'accord. mais en construisant ça, tu t'assures une pérennité. D'accord. Mais en vrai, pour un club, c'est la même histoire. Ouais, ouais, Tu as bien besoin sûr. d'avoir une forte identité, d'engager les fans, Mm. de te différencier des autres. Ouais. Donc vraiment, c'est un élément super important de l'e-sport. Très bien, ok, bah, super intéressant. Maintenant, je voudrais passer à peut-être la petite deuxième partie du podcast. Pour la deuxième partie du podcast, on a créé un swipe quiz juste pour toi sur lequel tu vas avoir des actualités sur des petites cartes et donc tu vas pouvoir swiper et réagir à ces actualités en moins de 5 minutes. Donc comme tu sais, chez Fastory, on crée des expériences pour les entreprises. Le but, c'est de leur apporter de la visibilité et de l'engagement. Et donc là, avec la technologie Fastory, on a créé ce petit quiz-là. Et donc ça va être à toi de réagir à ces actualités. Donc je te laisse la main et c'est quand tu veux. Ok, donc j'ai 5 minutes, faut que je sois rapide. C'est ça, faut que tu sois rapide et que tu nous dises ce que t'en penses. Ok, Voilà. bon, allez, c'est parti alors. Rainbow Six Extraction, ok. Le dernier Rainbow Six. Oh, j'ai C'est triché, ça. j'ai 3 secondes en plus. Génial. Eh ben, écoute, c'est pas mon truc à moi. Ok. Mais après, je comprends les gens qui aiment J'ai bien pas ça. aimé non plus. Mais... Mon truc à moi, c'est le shooting. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment la coop, mais c'est l'affrontement. Donc Ouais. en fait, moi j'aime bien me battre contre T'aimes des gens. bien tu vois. bastonner, ok. Et donc, Pas contre des des zombies bizarres, monstres, ouais. c'est sympa, tu vois. Mais en vrai, mon truc, c'est quand même plus la compète. Et donc, du coup, quand tu joues contre une IA, c'est moins intéressant pour moi. Donc Rainbow Six Siege plutôt qu'Extraction. Voilà, Très c'est bien. ça. 6,4 millions de spectateurs live pour les Worlds 2023, c'est énorme. Ouais. C'est un nouveau pic Sur LoL. Sur LoL. C'est super parce que si tu veux, on commence à avoir un déclin Mm. de certaines compétitions League of Legends et c'est dommage. On veut prouver que l'e-sport, ça monte. Et ça nous rassure. D'autant Ouais, c'est plus un que beau là, en chiffre, plus, c'était quand même une super histoire. Ouais. En Corée du Sud, avec Faker qui gagne de nouveau, l'équipe T1, l'équipe phare de la Corée du Sud. Donc, magnifique. Importance du personal branding, le documentaire de Squeezie qui arrive là, j'ai trop hâte de le voir. Ouais. En plus, moi je suis de Caen de base, j'ai vu celui d'Orelsan comme un malade. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai Donc un peu l'impression que c'est le même, le même je pense truc que avec c'est un peu Squeezie. le même concept. Super important parce que ce genre d'influenceur arrive dans l'e-sport, le démocratise Ouais. en créant des clubs, en s'investissant à fond dedans. Donc non, c'est super important que ce soit dans l'influence ou l'e-sport. Trop bien. 5 trophées en 2023 pour Vitality sont absolument trop forts. Ils ont Zaiwu, le meilleur joueur du monde, Ouais. clairement. Et une culture de la performance qui est super bien faite chez Vita. Ils ont un super cadre. Ok. Ils ont vraiment investi tôt dedans, tu vois. Ouais. Et ça se paye fort sur CS. Ok. Là où ils ont eu beaucoup de critiques avant, tu vois, parce qu'ils n'arrivaient pas à délivrer de performance. Ils Voilà, ont clairement ils ont tout fermé les raflé, clapets de tout le monde. Ils ont vraiment bien investi. Ça marche trop bien. Ok. Lego et Fortnite, incroyable. Ouais, les Juste collaborations incroyable. comme ça, justement. La collab est géniale, elle est super bien pensée, elle est super bien exécutée, elle a beaucoup de sens, elle cible la bonne audience. Ouais. Tu vois, tout de bout en bout est super sympa. C'est encore en cours, donc moi j'attends un peu de voir les retombées que ça va avoir, mais tellement de gens en ont parlé. Ouais. Donc, puis Ouais, en c'est un plus, peu ça le gaming aujourd'hui, maintenant, justement, ce genre Ouais. d'association, un petit peu. Aussi. association entre deux marques, Ouais. cette fois-ci là vraiment un vrai partenariat parce Ouais. que bon, le but c'est que ça serve toujours les deux intérêts. Bien Ouais. sûr, clairement ça sert les deux intérêts. C'est Ouais. juste avant Noël, Ouais, en plus. c'est très malin, Ouais. très bien exécuté. Ok. La place des FPS en compétition. Alors en compétition e-sport, super important parce Ouais. que c'est les moves les plus impressionnants, je trouve. Après, c'est ma cam. C'est, ouais, est-ce que, voilà, est-ce que... mais c'est quand même épique, tu vois, les shooters, Mais ils ont une place l'affrontement. représentative comparée Complètement. au reste des... CS, c'est le deuxième jeu e-sport le plus connu dans le monde, le Ok. plus regardé. Ouais. Call of Duty, la CDL arrive pas loin, Rainbow Six est quelque part. Ok. C'est pas si mal que ça en vrai. Ouais. Le seul problème qu'on a, c'est de convaincre les annonceurs que c'est pas nécessairement des jeux qui vont te rendre violent. Ouais, juste Et que c'est pas parce que tu t'associes à ça que tu... T'es un tueur, quoi. T'es Ouais, voilà, une complètement. marque qui vend des armes, quoi. Et c'est pas parce que voilà, je sais pas, je suis une marque d'automobile et je vais là-dedans, que forcément, surtout avec le contexte actuel, tu Ouais, vois, bien sûr. je vais promouvoir la violence. Mm. Pas du tout. Ok. Au contraire, tu reconnais la passion des gens et tu démystifies un petit peu le fait que ça rend les gens violents. Donc il y a un vrai truc ici, tu vois. Ok. À prouver. Trop bien. Le trash talk dans l'e-sport, alors ça, tu vois, c'était pas du tout mon truc. Ouais. En plus, quand j'étais aux États-Unis, Ouais. on m'a un peu, tu vois, Ah mis ouais, à on la- t'a un peu dit... Ah, puis surtout, bien que... on m'en mettait des grosses en Ah match. ouais, ok. On m'envoyait des trucs, Ça retourne parlait chez toi, mal. retourne en Ok. France, Ah des oui, trucs ok. comme ça, tu vois. Enfin, Ah oui, ok. mais parce que c'est leur culture. Ouais. Et ils aiment bien créer ça. Et au final, pour le show, Ouais, c'est pour le cool. spectateur, c'est Ouais. cool parce qu'ils voient Bah ouais. ils voient des vraies rivalités se C'est créer. ça. Et t'as tu vois, on en a parlé pendant longtemps. Je suis aux États-Unis, les e-sports villains, tu vois. Mhm. Les vilains, les méchants de l'e-sport.
Mais en fait, ces mecs-là, ils ont cartonné, ils ont trouvé un truc utile, une petite niche, Ouais. où en fait, ça leur va d'être les méchants. Ouais. Ils savent que dès qu'ils vont perdre, ils vont se prendre une vague de commentaires de ouf, mais en même temps, ça fait de l'interaction, ça crée une histoire. Ouais, bien sûr. Donc, ça a son intérêt. Attention à pas dépasser les bornes. Tu vois. Comme dans beaucoup de sports au final. Ok. Un projet excitant sur lequel tu travailles, ils sont tous, excitants, ils sont tous trop bien. excitants, Ok. trop bien, mais surtout ils sont tous confidentiels. Ouais, ok, d'accord, ok. Bon, peut-être que celle-là. Sauf pour le coup, Nancy, en ce moment, je prépare le cast du prochain Six Invitational, qui est la plus grosse compétition de Rainbow Six dans le monde. La dernière fois que j'y étais, j'avais 18 ans, c'était ma première Coupe du Monde en tant que joueur. Stylé. Et là, j'y retourne en tant que commentateur, donc je suis trop content. Et surtout, c'est au Brésil. Ok. Le Brésil, qui est l'un des pays les plus importants pour Rainbow Six. D'accord. Une grande arène, donc j'ai trop hâte. Ah ouais, ok, incroyable. Ok, une belle actualité quand même. Ouais. Un beau projet. Et derrière, il me reste 15 secondes pour les plus grandes salles françaises à accueillir l'e-sport à l'Accor Arena. Typiquement, la Paris Défense Arena avec le KCX, le Palais Nicaïa à Nice, j'en ai plein d'autres. C'est super, ça vient dans le sens de ce que je te disais, la France est un leader de l'e-sport. Le gouvernement pousse à ce que ces grandes salles accueillent des événements e-sport. J'ai plus de temps, mais je continue. Et surtout, c'est trop important parce que c'est ça qui va nous asseoir et va faire de la France une terre d'accueil pour des gros événements e-sport internationaux, pas que les nôtres. Ouais. Et il y a plein de trucs qui ont été faits qui facilitent l'accès à ça. Par exemple, le passeport talent qui est étendu aux joueurs pro d'e-sport. D'accord. Tu vois, par exemple, te montrer quelque chose qui s'est passé. J'ai été en tournoi au Japon, à Tokoname. J'ai joué contre une équipe brésilienne qui a dû trouver en urgence 2 joueurs espagnols parce que 2 Brésiliens ne sont pas passés avec leur visa. Ok. Parce qu'au Japon a une politique de visa compliquée. Très strict, ok. Nous, en France, on a étendu le passeport talent que n'importe qui peut avoir quand il est joueur professionnel, footballeur professionnel et tout, aux joueurs e-sport. D'accord, ok. Donc en fait, ça facilite vachement les démarches administratives pour faire venir des joueurs, c'est cool, faire des gros événements. Ok. Ça fait partie d'un plan jusqu'à 2025 qui était pour développer à fond l'e-sport en France. Ok. Et c'est trop bien parce qu'on est vraiment un pays leader en Europe pour ça. D'accord, ok, trop bien. Bravo, tu as répondu à tout. Un peu plus de 5 minutes, mais ça va parce qu'il fallait juste au moins les 5 minutes pour découvrir toutes les cartes, ce que tu as fait. Donc, on t'en veut pas, mais tu m'excuses pour la triche. Je t'excuse, je t'excuse pour la triche, ça passe. On accepte cette fois-ci. Trop bien, merci beaucoup. Parfait, on va passer donc à la dernière partie de ce podcast où là, on va être un petit peu plus axé sur des pro tips et un petit peu voir aujourd'hui comment tu peux aider notre communauté en apportant un petit peu ton savoir ou en tout cas ton expertise. Et je voudrais tout de suite commencer par une question qui est peut-être pas facile à répondre et qui est peut-être assez large, mais à toi de me dire comment l'e-sport peut continuer son essor comme il est en train de faire justement. Tu nous dis qu'en France, on fait partie des leaders en Europe. Comment on peut continuer à promouvoir ce sport? Tu as plusieurs acteurs majeurs de ça. Tu as l'État déjà, les pouvoirs étatiques qui peuvent, les institutions, même au-dessus de l'État. Tu vois, on est quand même sur une pratique qui n'a pas de frontières, c'est digital. Donc, c'est important d'avoir des institutions continentales, donc typiquement l'Union européenne, ou des associations de plusieurs gros pays, pour créer des lois, encadrer la pratique, développer des fédérations. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que c'est les éditeurs qui possèdent ces jeux-là. Le football, techniquement, appartient à personne, techniquement. Il est régi par des fédérations, etc. Mais je n'ai pas créé le football et je ne détiens pas l'IP du football. Les éditeurs, eux, détiennent l'IP de leur jeu. La propriété intellectuelle de leur jeu. Donc, c'est ça qui crée la différence. Donc, les éditeurs sont un acteur majeur de l'e-sport. C'est eux qui le financent aujourd'hui parce que c'est la vitrine de leur jeu. Donc, c'est eux aussi qui participent à leur développement en investissant dans les ligues. D'accord. Tu as ensuite évidemment tout l'écosystème des clubs qui participent fortement parce qu'ils le médiatisent bien sûr. Et des influenceurs par ce biais-là. Et tu as les communautés qui s'investissent à fond parce qu'ils sont fans, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils en parlent autour d'eux. Et le dernier qui est non négligeable, et encore je pense que j'en oubliais, mais le dernier pour moi qui est super important, c'est les marques. Aujourd'hui, on n'a pas de droit télé dans l'e-sport. C'est quelque chose qui tend à arriver un jour, mais aujourd'hui, c'est diffusé gratuitement. Et c'est un manque de revenus crucial pour beaucoup de clubs pour faire grossir l'e-sport. Donc, on se repose énormément sur le sponsoring ou sur des campagnes publicitaires. Donc, c'est super important qu'il y ait des marques qui s'y intéressent, qui comprennent qu'il y a un intérêt pour les jeunes et puis surtout qui fassent les choses bien en apportant une vraie plus-value à cet écosystème. Donc, tu vois, tous ces acteurs-là peuvent faire grossir ce milieu-là, chacun à leur niveau. Oui, ce qui est le but, j'imagine, autant pour eux que pour vous, quoi. Ouais, complètement. Et très bien. Et toi, en quoi tu penses que ton expérience en tant que joueur pro
a influencé ton rôle aujourd'hui chez Sport5 ou en tout cas ce que tu fais aujourd'hui? Comment ça t'a aidé dans ta carrière? C'est super intéressant parce que déjà, j'ai vu plein d'acteurs différents. J'ai vu des talents qui doivent s'entraîner et être face à une caméra et être commentateur, etc. J'ai vu quelle pression ils avaient, quelle était leur routine. Même chose pour l'intérieur des clubs. D'accord. Le staff performance, les joueurs, évidemment le quotidien d'un joueur, mais aussi la partie administrative, les fonctions support d'un club, tout ce dont il a besoin pour vivre. Et même chose pour l'éditeur. J'ai rencontré du coup pas mal l'éditeur du jeu sur lequel j'étais joueur, donc Ubisoft. Et pareil, j'ai pu comprendre beaucoup mieux quel était le quotidien de tous ces acteurs-là et leurs enjeux. En fait, tout ça, ça m'aide beaucoup au quotidien parce que tout ce que je vais imaginer pour des marques, ça va me permettre de savoir ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est possible ou pas possible. Tu as une bonne vision surtout globale, en fait. Et qu'est-ce qui apporte une plus-value à la commu aussi. Bien sûr. Parce que je suis en courant de ces problèmes. D'accord. Ok. Ouais. Donc ça te permet d'être complet dans ta vision au final et d'avoir ces multiples points de vue en fait, tout simplement. Ouais. Et puis de pas imaginer des trucs qui soient. Alors évidemment, on n'a pas la science infuse, mais le fait de connaître super bien ce milieu-là, je ne vais pas imaginer des concepts qui apportent zéro plus-value, qui sont vécus comme une frustration bien sûr. et qui ne solutionnent pas à la fois les problèmes de la marque et les problèmes ou qui ne répondent pas à des problèmes ou des enjeux de la commu. Ouais, ok. Et si tu devais convertir justement un utilisateur lambda qui ne connaît pas grand-chose à l'e-sport et le transformer en fan ultime de l'e-sport, qu'est-ce que tu ferais? Je connais bien cette question-là parce que j'ai dû défendre ça dans mes repas de famille pendant 4 ans quand j'étais joueur pro. Oui. Donc, je lui une seule manière très simple, tu l'emmènes en événement, tu lui montres un événement d'e-sport. Okay. Le moment où il va se rendre compte que les joueurs pros, c'est vu comme des grandes stars de football, qu'il y a une ambiance de malade, que tout le monde est bienveillant, que c'est un show à part entière, qui est vraiment spectaculaire, généralement, ça change vraiment profondément sa vision de l'e-sport. D'accord, ok. Donc c'est vraiment le côté vivre la chose, quoi. Le côté événementiel, voir les fans, voir le match, ressentir les émotions. Et justement, comment, si on prend de l'autre côté cette fois-ci, pour un organisateur ou pour quelqu'un qui va justement gérer ce type d'événement, pour toi, c'est quoi un petit peu les clés pour en faire une expérience fan réussie pour ces gens-là? Alors que ce soit un fan ordinaire ou que ce soit quelqu'un qui s'y connaît très bien comme toi, comment on va parler au plus grand nombre pour un organisateur ou plaire au plus grand nombre en tout cas? Après, la plupart du temps, les événements e-sport, ils vont cibler les fans les plus hardcore qui sont prêts à aller payer l'hôtel, le transport et les billets pour venir sur place. Donc la plupart du temps, le discours des commentateurs il est quand même axé, il n'est pas non plus de trop vulgariser parce qu'il s'adresse la plupart du temps en grande majorité à des gens qui sont très au fait du vocabulaire, des stratégies, etc. Mais tu as raison dans le point, comment tu fais pour être démocratisé à des nouveaux arrivants. Typiquement, moi qui étais sur un jeu très compliqué, très difficile d'accès, qui est Rainbow Six, difficile à regarder, difficile à comprendre, il y a quand même des directives et les commentateurs essayent de les suivre, d'utiliser moins d'anglicisme, d'essayer des fois d'expliquer, parce que de vulgariser. Donc on le fait la plupart du temps en saison régulière. Et quand c'est un gros événement, une finale, là, tu restes vraiment dans ton caractère à être pure stratégie et t'essaies pas trop de vulgariser non plus. Et justement, tu penses pas que ça freine un peu la démocratisation justement de parler, parce que moi je compare souvent les sports émergents ou les nouveaux sports ou les sports qui sont moins, on va dire, cotés que de l'athlétisme ou que du foot à l'UFC ou à MMA en tout cas plus généralement. Mais le MMA, en tout cas l'UFC qui passe sur RMC Sport, on a deux commentateurs, donc on a un consultant et un commentateur. Enfin bref, et en gros, eux, ils vont être très 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 pédagogiques au point où pour quelqu'un qui commence à bien s'y connaître, ça devient presque trop, parce qu'il va tout expliquer et tout. Mais tu comprends la logique parce que tu sais qu'il essaie de plaire au plus grand nombre et tu sais qu'ils essayent d'attirer un maximum de personnes. Pourquoi dans le gaming on fait pas forcément ça? Parce que moi typiquement qui suis j'ai une certaine culture dans le gaming, mais qui est très loin de ce qui se fait aujourd'hui. C'est vrai qu'une compétition, une finale d'une compétition professionnelle, si je connais pas le jeu très bien ou les joueurs très bien ou quoi, je vais pas vouloir m'y aventurer, tu vois. Ouais, t'as ce truc de l'initier, de comprendre. C'est ça. Surtout que chaque jeu a ses spécificités, etc. Ouais, en plus. Est-ce que c'est pas un frein, tu vois? Est-ce qu'on peut pas... Ça peut être un frein. Ça peut être un frein de comprendre tout ça. Et quand tu regardes la première fois, de pas t'y accrocher. Je pense que la plupart des gens et des nouveaux fans, ils deviennent par le bouche à oreille et par des potes qui connaissent déjà. Surtout, t'en as beaucoup qui
qui vont apprendre plus en jouant aussi. Oui, bien sûr. Oui, Donc, et qui bien vont sûr. comprendre vachement mieux. Et puis en fait, ils vont s'intéresser aux compètes pour progresser. Il y en a Ouais. plein qui font ça. D'accord. Qui Ok. regardent l'e-sport parce qu'en fait, ça leur permet de voir des stratégies professionnelles. Bien Et ils se sûr. disent, oh, mais attends, demain, je peux essayer ça. Hein. Ouais. Et c'est super agréable, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas comme si tu étais à regarder la finale des champions, des Ligues des Champions. Oh, Kylian Mbappé, il a fait une retourne acrobatique. Ah bah, ce dimanche, je vais aller au Ouais, stadium et je vais faire pareil. une retourne Ouais. acrobatique. Mais non, là, tu peux pas, tu vois. Ok, ouais. Alors que dans le jeu vidéo, c'est peut-être un peu plus simple de répliquer ou d'essayer de faire les mêmes strats qu'eux. Ok. Donc, ça, c'est un premier moyen. Ouais. Et puis après, le deuxième, bah, il existe quand on fait des événements sur des événements gaming plus généralistes. Je pense à la Paris Games Week. Ouais. On peut faire une finale e-sport là-bas sur un certain jeu. Ouais. Bon, bah là, dans ces cas-là, puisqu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de public, un public qui est familial, qui connaît peut-être pas bien le jeu, là, les commentateurs sont briefés pour être vulgariser un maximum. D'accord. Pas oublier que bah, dans la salle, tu as plein de gens qui connaissent pas. Et Mm. en ligne, les gens qui vont regarder, c'est des super connaisseurs. Ouais. C'est ok. dur de faire coexister les deux. Bien sûr. Et tu tends à vouloir satisfaire d'abord ta base de fans qui va dépenser, bien qui sûr. aime, qui connaît, qui apprécie, la faire grossir, tout en restant pertinent pour eux. Et te focus sur on va développer et éduquer ceux qui connaissent moins bien à travers le jeu vidéo lui-même Ok. et à travers leurs amis, etc. D'accord. Et tu trouves que ces fans, que les fans d'aujourd'hui dans l'e-sport, ils sont plus engagés qu'avant? Ou parce que je vois certaines compétitions où on a des fans, c'est presque Ouais. des ultras de foot en fait. Ouais, Tu ouais. les vois, ils arrivent en équipe, ça Ouais. gueule de partout. Et j'ai l'impression que ça devient, les fans deviennent de plus en plus engagés. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. C'est le cas, hein. Franchement. En fait, pendant longtemps, on a souffert du manque de sentiment d'appartenance Ouais. chez les fans. Mm. Moi, je suis, comme je te disais, de base de région normande, près de Caen. Donc, historiquement, c'est le Stade Malherbe de Caen, mon Mm. club favori. Ok. Du coup, en Ligue 2, bon, bah voilà, je suis Ouais. heureux et tout, machin. Ouais, ok. Ce sentiment d'appartenance qui est lié à une attache territoriale, Mm. ça n'existe pas dans l'e-sport. Ouais. Les clubs traditionnels d'e-sport type Vitality s'en créent une et se rattachent à Paris. Ouais. Et c'est un mouvement qu'ils sont en train d'essayer de faire. D'accord. Mais aujourd'hui, tu ressens peu l'attachement territorial parce que c'est une passion qui est digitale. Bien sûr. Ouais. Donc, le sentiment d'appartenance, il est arrivé parce qu'il y a des influenceurs qui sont mis à la tête de gros clubs et qui ont créé pour la première fois un vrai sentiment d'appartenance, une vraie culture, un vrai ADN. Je regarde Ok. Carmine Corp, Ouais. ils ont un vrai ADN. Ils C'est ont une justement, identité. c'est à eux que je pense. Enfin, c'est vraiment des ultras quand tu les vois débarquer. Complètement. Quoi. C'est un truc de fou. Mais derrière, tu regardes Vitality, aujourd'hui, ils ont des ultras qui sont tout aussi passionnés. Ok. Et Gentlemates a des ultras Ouais, qui bah, sont tout aussi passionnés. Et même les plus petits clubs, qui sont vraiment des gros clubs français, mais par Ouais. rapport à eux, qui sont Oui, plus on petits, parle moins. Gamers Origin, Team Geo, Gameward, ont leurs propres ultras aussi. Ouais. Ok. Plus petits. Aegis ont leurs propres ultras. Donc en fait, ça a lancé une trend. Carmine Corp a ouvert les portes à ça, a D'accord. créé un fort sentiment d'appartenance, Ouais. a créé et répliqué le modèle des ultras. Ouais. Le modèle des ultras, il existait avant eux. Ouais. Vitality avait ouvert les Golden Hornets bien avant, Ouais. mais ça a largement amplifié ça. Ok. Et maintenant, tu as des vrais fans. Et c'est une vraie culture Ah, d'être c'est un cool, fan d'un club e-sport. Ok, c'est beau. Donc ça évolue vraiment et cet engagement, cette expérience fan, elle se décuple comme un sport qui est déjà bien en place, comme Mais- le foot à ses ultras. Complètement, mais c'est ta comparaison avec le sport et les sports mainstream, c'est super important. Ouais. Avant, il y a 5 ans, tu n'aurais pas pu avoir un fan d'e-sport hardcore parce que tout simplement, l'e-sport n'était pas suffisamment bien vu. Oui, bien sûr. En fait, ouais. c'est devenu mainstream simplement. et donc du coup, c'est ok, c'est Ouais, cool en ouais. fait d'être un fan d'e-sport. Ouais, c'est ça. Mais les gens avant, se t'étais cachaient un peu vraiment, plus, c'était moins- peut-être un peu plus bâché, C'était stéréotypé. moins assumé. Ouais, bien sûr, ok. Oui, et c'est ça aussi, on a pas la perte, mais en tout cas la réduction de ces stéréotypes Ouais. qui étaient horribles avant, où on avait vraiment le gamer, c'était le mec un petit peu gros avec des boutons qui est devant son ordi toute la journée, alors que c'est plus du tout l'image. et Maintenant, ça- c'est Squeezie, ambassadeur Dior, Voilà, qui c'est ça, ouais, c'est fait ça. son club e-sport. Ouais, c'est ça. Donc, ce et qui c'est est beau. Kameto qui passe sur France Inter et qui est Ouais, c'est beau. à GQ et à Click. Et c'est respecté bien plus aujourd'hui. Et comme tu dis, la France, le gouvernement français, lui aussi, essaie de décupler ça comme il Complètement. peut. Enfin, c'est une tendance de fond qui est de plus en plus présente et c'est beau. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans des questions un peu plus communes qu'on pose à tous nos invités. La première, c'est qu'est-ce que pour toi une expérience fan réussie? Qu'est-ce que tu considères à tes yeux? C'est quoi les ingrédients d'une bonne expérience fan? Quand tu es un fan d'e-sport, Quand alors peu importe, mais oui, tu peux prendre le fan d'e-sport comme exemple, ça correspond je mieux. suis allé dans mon Ouais, milieu, bien mais sûr, en bien gros, en ligne, ce qui est super important, c'est que le contenu des compétitions e-sport soit bien travaillé pour correspondre à tes attentes, ou au moins des attentes similaires du sport traditionnel. On a longtemps couru après avoir le même niveau de qualité, d'exigence de production. Ouais. Aujourd'hui, on a des super productions. Tu vois, la production
de la LEC à Montpellier, Ouais. donc le championnat européen de League of Legends. Ouais. C'est la même boîte de production que la Champions League. Ah oui, ok, Donc, d'accord. ça on rigole est pas. sur le même et la même qualité audiovisuelle que des grands événements de sport majeurs. Ok, d'accord. Ouais, Donc, tu vois, ça, c'est une Ok. première chose. On D'accord. essaie vraiment d'avoir une belle qualité de production. Ok. On essaie d'avoir une direction narrative qui a du sens. Ouais. On essaie que dans le runner, donc du début à la fin, on ait des contenus qui soient pertinents pour les fans. Ouais. Et on tend le plus possible à avoir une meilleure qualité de contenu. Ok. Donc ça, c'est vraiment purement digital, mais c'est parce que ça se consomme principalement encore digital. Sûr. Et ensuite, une expérience fan réussie, c'est d'aller vers un événement physique qui est bien construit, où il y a de la place, où il y a des espaces partenaires où on fait vivre des expériences aux fans et où il y a une ambiance de fou parce que des ultras, parce qu'un bel e-sport, parce que des commentateurs qui sont vraiment pertinents et engageants. En fait, c'est tout ça. D'accord. Ok, très bien. Très intéressant. Et en parlant de commentateurs, on a donc un nouveau segment dans le podcast qui est la question de l'invité. Et donc, en fait, à chaque podcast, on va demander à l'invité de nous poser une question pour le futur invité, sans le savoir. Donc nous, notre dernier invité, c'était Patrick Montel, donc le commentateur athlétisme très connu, qui était le premier à nous poser cette question, sans savoir que c'était toi le prochain invité. Ouais, c'est marrant, parce qu'en plus, moi, je l'ai regardé, le truc. Ah oui, bon, voilà. Et en plus, il savait même pas. Voilà, en gros, la dernière question t'était adressée, sans le savoir. Mais donc, la question qu'il nous a posée, c'est qu'est-ce que tu n'as jamais dit et que tu aimerais dire aujourd'hui? Oh, mais il va pas faciliter En la plus, tâche. t'avais Patrick Montel, c'était pas forcément la question. Je suis fan de ce mec-là. Et bah voilà. Alors attends, est-ce que tu peux me la répéter pour que je la comprenne bien? Qu'est-ce que tu n'as jamais dit que tu aimerais dire aujourd'hui? Et en fait, lui, pour te remettre un petit peu dans le contexte, alors c'est pas obligé d'être comme ça, mais lui, pour remettre dans le contexte, il se plaignait un petit peu du fait que les gens ne disent pas assez ce qu'ils pensent tu vois, à leurs proches, etc. Et donc voilà, il disait, si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Mais voilà, le côté que tu n'as jamais dit, j'ai pas envie de te foutre dans la mouise non plus. Non, mais en fait, en vrai, il a totalement raison. Ouais, c'est bon. Bah écoute, je pense que c'est super facile à dire parce que j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, mais que je l'ai jamais dit. Mais faut vraiment réussir à se faire confiance pour choisir les expériences de ta vie. On n'a qu'une vie, tu vois, et j'ai déjà fait, je crois, 2 ou 3 reconversions en très peu de temps, tu vois. Grave. Mais j'ai eu la chance, grâce à ça, de beaucoup voyager, de rencontrer plein de gens. Et en gros, je dirais juste un truc, c'est à chaque fois qu'on te propose 2 choses à faire dans ta vie, si jamais tu hésites entre les deux, rester chez toi, aller au cinéma, choisis toujours l'option qui a potentiellement le plus de chances de te créer une nouvelle expérience. Ou de créer quelque chose. Tu vois, si je reste chez moi, est-ce qu'il va se passer un nouveau truc? Alors que si je vais au cinéma, je sais pas qui je vais rencontrer et passer. Et en fait, de toujours choisir un truc où tu te dis, ça se trouve, je vais vivre une nouvelle expérience, je vais vivre un nouveau truc. D'accord. La vie, c'est une suite d'expériences. Vis un max de trucs dedans. N'aie pas peur de changer de métier ou de changer de ce que tu as envie de faire. Vraiment, c'est un truc que je me le suis jamais trop dit. Au final, je me suis rendu compte en regardant derrière que j'avais fait un peu n'importe quoi en termes de choix au final. Et ouais, pour moi, c'est super important. Il faut vraiment réussir à être spontané et vivre un max d'expérience. Trop bien. Bah, je pense que c'était exactement le genre de réponse que Patrick Montel cherchait. Donc c'est trop bien. Et maintenant, ça va être à ton tour de trouver une question pour notre prochain invité. Il faut que je trouve une question. Et je sais qui c'est, mais je ne te le dirai pas. Comme ça n'influencera pas ta décision. Ok. Non. Et bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Bah justement, en parlant d'expérience, parce que c'est un truc qui a vraiment guidé ma vie, moi je serais curieux de savoir quelle est sa plus belle expérience de vie et quelle est celle qu'il a jamais faite, qu'il aurait aimé faire. Ok, très bien. C'est une double question. Ouais, c'est une double question, ok, pas de problème. Mais je trouve ça logique. Ça va ensemble, ça va ensemble. Ok. J'ai fait une super expérience qui était ça. Il y a ce truc-là que j'aurais aimé faire et que je l'ai pas fait. Parfait, ok, bah c'est enregistré et ce sera répété à notre prochain invité avec grand plaisir. Et voilà pour nous, on a fini. Merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir répondu aux questions, merci d'avoir pris le temps de venir. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. On pourra avoir l'occasion de rééchanger sur un autre podcast si tu veux revenir, si tu veux rééchanger sur d'autres choses. Passer plus de temps sur ta carrière de gamer ou celle de consultant ou celle chez Sport5 aujourd'hui, parce qu'au final, tu as eu un peu 3 vies quand même. Donc avec grand plaisir. Et encore une fois, merci d'être venu. Bah, c'était super cool, merci beaucoup. On a parlé de plein de trucs qui sont... j'adore en parler, tu vois, tu pourrais me faire parler des heures là-dessus. Trop bien. Donc super sympa, puis j'espère que voilà, tout le contenu qu'on aura sera pertinent pour des gens qui écoutent. Ça devrait. Faut pas hésiter s'il y a des questions sur l'e-sport gaming, je suis toujours ravi d'y répondre.
Et ben voilà, vous avez entendu. Merci beaucoup Léo, à une prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fastory, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux @Fastory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.